Le vendeur, il veut vendre son bien le plus cher possible et l'acheteur, il veut l'acheter le moins cher possible. Ça doit vivre un patrimoine immobilier. Donc quand est-ce que c'est le bon moment? Quelle est la fiscalité sur mes revenus locatifs? Quand est-ce que je vais passer du mauvais côté de la force? Quelle est la fiscalité sur la plus-value parce qu'elle vient de changer? Quand est-ce que je passe du mauvais côté de la force? Mon DPE, quand est-ce que je passe du mauvais côté de la force? Et là, ça te fait prendre la décision. Notre vrai rôle de conseil, c'est de dire au client, attention, il y a déjà 3T3, 2T2. Est-ce que c'est judicieux de rajouter un 6e appartement? Quand on dit au client aujourd'hui, moi, à votre place, je le laisserai à la location, les clients apprécient énormément cette phrase Parce que c'est contre tes intérêts. C'est contre mes intérêts. C'était un super investissement, l'appartement que vous avez acheté il y a 15 ans. Là, le rendement risque de baisser. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour l'arbitrer? Bonjour et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Aujourd'hui, nous allons parler de la revente d'un investissement immobilier ou d'un bien immobilier. Avec Basile et Pierre-Emmanuel, on regardera quand revendre son investissement immobilier, savoir quel est le bon moment pour le revendre, les indicateurs à suivre, mais aussi les bonnes pratiques pour bien le vendre. Bonjour Basile, bonjour Pierre-Emmanuel. Salut Jules. Hello. Basile, comment vas-tu? Écoutez, très bien. On est ravis de t'accueillir dans nos 41 mètres carrés. Toi, tu es responsable de la transaction dans le groupe Valority. En quoi consiste ton métier? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh bien, effectivement, moi je m'appelle Basile, ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier, plus précisément la transaction. J'ai repris la responsabilité du coup de la transaction chez Valority il y a maintenant 3 ans, presque 3 ans. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de s'occuper de tout ce qui est vente immobilière, à la fois pour les clients Valority et pour les clients externes, et de boucler la boucle, entre guillemets, puisqu'on a vendu les appartements, on les a gérés. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de les revendre pour ensuite réinvestir via notre réseau. Et ça, Pierre, on en parlait avec toi, c'est hyper important parce que bien acheter au bon moment, c'est génial. Bien le gérer pendant toute cette période, c'est aussi génial. Mais il faut aussi trouver le bon moment, justement, pour le revendre. Et on découvrira à travers le podcast, justement, qu'il y a des fenêtres de tir pour revendre son investissement immobilier. Ouais, je suis ravi de faire ce podcast avec Basile parce que c'est vrai que Basile, aujourd'hui, il travaille pour le groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe qui gère 22 000 logements. Donc, quand tu as 22 000 logements, c'est normal que des gens, à un moment donné, se posent la question de la revente, puis les événements de la vie. Et donc, nous, ça vient conclure, finalement, l'investissement. Quand est-ce que je revends? Combien je revends? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis il y a plein de critères, et puis c'est souvent les questions aussi que nous posent les gens, et puis tout le monde veut rentrer tout dans des tableaux Excel, et c'est pas si simple que ça. Même si revendre un bien immobilier, c'est parfois juste arbitrer son patrimoine, et c'est pas la fin ça doit vivre. de l'investisseur. C'est qu'un investissement immobilier, ça doit vivre, Bien sûr. Ça doit s'arbitrer dans le temps, être au bon moment, la bonne fenêtre de tir, pour après, on verra, ce sera la dernière partie de notre podcast, mais comment réinvestir et où réinvestir en fonction de la période. Très bien. Revendre au bon moment. Pourquoi est-ce qu'on revendrait son bien, Basile? Aujourd'hui, nous, chez Valority, les clients ont acheté des appartements non pas par affect, mais par nécessité de défiscaliser. Donc, c'est souvent sur des périodes de 9, 12 ou 15 ans. Donc, aujourd'hui, ces clients, à la fin de leur processus, décident de vendre. On a aussi les clients qui ont des projets de vie qui évoluent, des divorces, des accidents, des mutations. Donc, des gens qui ont besoin de vendre de manière, entre guillemets, impérieuse. Et aujourd'hui, on s'efforce de s'occuper de toute cette panoplie d'acquéreurs. Ok, très bien. Tous les deux, c'est quoi les grandes étapes d'une vente immobilière? Entre ma décision et le moment où je reçois l'argent sur mon compte, quelles sont les grandes étapes justement d'une vente immobilière? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus et est-ce qu'il y a des points de vigilance? La première, c'est le job de Basile, c'est l'estimation. C'est à partir du moment où tu décides de te dire je souhaite arbitrer mon parc locatif parce qu'effectivement, j'ai un changement locataire, enfin je pense qu'on en reparlera, ou comme ça, il y a des moments, je pense, qui sont un peu déterminants. Bon, je dirais qu'en 2025, je souhaite me séparer d'un de mes appartements. Le premier truc à faire, c'est l'estimation. L'estimation est finalement comment mon produit s'intègre dans le catalogue, c'est-à-dire avec quoi il va être en concurrence, parce que pour vendre ton bien, il faut bien que ton bien il va être comparé à d'autres. Donc en fait, le premier job, c'est l'estimation. Et là, il y a un gros travail à faire. Et ça, c'est le premier point qui est important. Donc, première étape, l'estimation. Ensuite, Basile, les deuxièmes étapes. L'estimation, je me permets de rebondir sur ce que dit Pej. L'estimation, aujourd'hui, il y a énormément de critères. Il y a la typologie du bien, l'exposition du bien, le DPE, les travaux ou non à venir dans la copropriété, puisqu'aujourd'hui, ce sont des vrais sujets. Un immeuble où une façade va être votée avec isolation potentiellement, ça se fait bien en ce moment, potentiellement notre prix va être déduit
du montant de la quote-part qui serait affectée au logement. Ok. Donc c'est tous des critères importants et aussi, bien entendu, le nombre de logements qu'il y a à vendre dans le secteur, potentiellement même dans l'immeuble. S'il y a déjà 3 T3 à vendre dans l'immeuble, aujourd'hui, l'estimation, on va devoir en tenir compte. Ok, donc ça c'est la partie estimation, qui est la première grande partie, où là, toi, tu as un rôle qui est hyper important, Basile, puisque c'est ta connaissance du marché, la connaissance de l'environnement, la connaissance de l'immeuble, la connaissance de la copropriété qui va rentrer en compte dans toi le calcul de ton estimation. La deuxième grande étape, quand j'ai décidé de vendre mon investissement immobilier, c'est quoi? Commercialisation. Une fois l'estimation faite, on tombe d'accord avec le ou les clients vendeurs. Ok. On va signer ce qu'on appelle un mandat de vente. Le mandat de vente va nous permettre du coup de commercialiser le bien. Donc, première étape, prise de photos, réalisation des diagnostics et derrière, organisation des visites. Ok. Ça, c'est vraiment la deuxième partie. Là, c'est important aussi, et le rôle, toi, ton rôle, Basile, le rôle de tes équipes, elle est importante, parce que en tant que vendeur, on veut toujours vendre au prix le plus cher, Ce qui est normal. ce qui est logique, mais il y a des moments où le prix peut varier. On verra après, est-ce que j'ai un locataire à l'intérieur, comment est exposé mon appartement, parce que ça peut avoir Ouais. aussi un impact. Mais avant de parler de ça, comment est-ce que moi, je peux savoir si c'est le bon moment pour revendre mon investissement locatif? Et là-dessus, Basile, c'est quoi ton rôle de conseil? Aujourd'hui, nous, il y a des points de vigilance lorsqu'un client nous demande une estimation. Si c'était pour de la défiscalisation, d'ores et déjà, c'est de regarder si l'engagement de location a bien été respecté. On va regarder aussi effectivement combien il y a de biens comparables à vendre. Okay. S'il y a un locataire dedans, combien de temps de bail il va rester. Aujourd'hui, on sait que vendre un appartement sans locataire est plus simple que de vendre un appartement avec locataire. Là-dessus, est-ce que vous pouvez me donner à peu près une estimation de variation de prix où je vends le même bien au même moment avec un locataire et sans locataire, mon prix il varie de combien? 20%. Une vingtaine de pourcents. Enfin, ensuite, ça va être à ajuster. Un studio qui est hyper bien loué, aujourd'hui, la décote sera moins importante, peut-être 5, voire 0, en fonction des emplacements. Okay. Aujourd'hui, un T5 qui est loué de manière assez classique, forcément, la décote sera plus importante. Puisqu'aujourd'hui, les investisseurs qui achètent des appartements loués vont juste faire un calcul de rentabilité. Combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et aujourd'hui, voilà. Donc ça, premier Aux alentours critère, des 20%. hyper important. Nous, chez Maslow, on s'adresse à des investisseurs locatifs qui vont à un moment donné poser la question de la sortie, et de dire j'achète cet appartement-là sur telle ville et le marché croît de 5%, machin, donc je vais revendre mon... Non, déjà, premier critère. Mon logement, je vais le revendre loué ou pas loué. En fait, il faut poser la question à l'inverse, c'est qui va acheter mon appartement? Donc, si mon appartement est loué, c'est assez simple. J'ai une seule possibilité de vendre mon bien, c'est un investisseur. Qui lui va être à la recherche de rentabilité. Voilà, donc il va dire combien tu touches de loyer, etc. Est-ce que l'emplacement m'intéresse? Est-ce que ce marché m'intéresse? Tu prenais l'exemple du studio. On fait ce podcast à Lyon, mon studio, loué à un étudiant, loué 12 mois sur 12, ça m'intéresse, je veux investir, boum, zéro débat. Par contre, j'ai un T2, un T3, tu prenais l'exemple de T4, évidemment que ça va être différent. Puisque si mon logement n'est pas loué, je vais pouvoir m'adresser à une première population, l'investisseur, qui va souhaite placer son argent et mettre un locataire en place, ou quelqu'un qui va en faire sa résidence principale. Donc, je n'ai pas un acquéreur, j'en ai deux. Donc déjà, logement vide ou logement avec un locataire, hormis l'incidence sur le prix que tu donnais sur la rentabilité, il y a le nombre d'acquéreurs potentiels sur mon logement. Donc, c'est hyper important. C'est pour ça que souvent, le moment où est interrogé Basile, il y a effectivement les fins de défiscalisation pour ceux qui ont acheté ce type de projet, mais il y a surtout le changement de locataire. Tiens, mon locataire s'en va, combien ça vaut? Est-ce que j'arbitre ou pas? C'est un peu ça. C'est hyper important. Ça, c'est important, et c'est déjà le premier bon conseil qu'on peut donner, nous, sur ce podcast, sur comment justement revendre mon investissement locatif, hormis des périodes de vie, on en parlait tout à l'heure, maladie, licenciement, divorce, où là, j'ai pas le choix. Si je sais que je vais revendre ou que je souhaite revendre mon bien immobilier, il faut que je puisse justement regarder, être vigilant sur la reconduction de mon bail, la vie de mon locataire à l'intérieur, parce que ça peut avoir justement une incidence jusqu'à 20% du prix du bien. Bien entendu. Ok, ça c'est très clair. Vous, justement, sur ces indicateurs à surveiller, Basile, est-ce que vous avez des outils? Est-ce qu'il y a des choses pour vous aider pour l'investisseur? Aujourd'hui, pas spécialement. Aujourd'hui, on va regarder l'indicateur principal, ce que je répète, c'est
vraiment si le client a bien loué son appartement pendant la durée qui était nécessaire pour obtenir sa défiscalisation et pas avoir à rembourser son avantage. Okay. Aujourd'hui, on a la première date de mise en location qui est pour nous l'événement entre guillemets le plus important, au-delà même de l'acte d'achat, parce que c'est vraiment à partir de cette première mise en location. Donc c'est à partir de cette date-là qu'on va regarder si oui ou non déjà c'est possible. Et ensuite, derrière, en fonction de l'estimation, le client le conseillera de la manière suivante. Si c'est le moment, ça veut dire que potentiellement l'appartement aujourd'hui est bankable et vendable au prix que le client souhaite. Si aujourd'hui on se rend compte que le prix n'est pas le prix escompté par le client, on remettra sur une location pendant 3 ans. Il peut y avoir, et ça c'est important à préciser aussi, ce rôle de conseil sur la partie transaction immobilière où actuellement vous souhaitez vendre votre bien immobilier, vous n'en avez pas forcément la nécessité immédiate. Oui. On parlait tout à l'heure d'accident de la vie, vous n'en avez pas la nécessité immédiate. Toi, tu as aussi ce rôle de conseil en leur disant attendons 1 an, 2 ans, la fin du bail ou attendons que 2-3 appartements soient vendus dans cette copropriété parce que justement ça va avoir une incidence sur le prix. Exactement. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au bout de 9 ans de location, y a pas mal de propriétaires qui vont décider de vendre. Donc, tout le monde vend un peu au même moment. Aujourd'hui, notre vrai rôle de conseil, c'est de dire aux clients, attention, il y a déjà 3T3, 2T2. Est-ce que c'est judicieux de rajouter un 6e appartement ? La réponse est clairement non. Et c'est vrai que l'impact, quand on dit aux clients, aujourd'hui, moi, à votre place, je le laisserai à la location, les clients apprécient énormément cette phrase. Parce que c'est contre tes intérêts. C'est contre mes intérêts. Aujourd'hui, nous, on est là pour vendre des logements. Oui, mais c'est dans l'intérêt, si on prend un peu de hauteur, c'est dans l'intérêt du groupe, en tout cas, et du client, de se dire, voilà, cet investissement, c'était quoi mon objectif ? Pourquoi je l'ai fait ? Quel horizon de placement j'ai ? Et justement, en général, quand on réalise un investissement immobilier, c'est pour générer une plus-value dessus. Toi, Basile, là-dessus, est-ce que vous avez justement ce rôle de conseil, de voilà la plus-value que vous allez générer, que ça rentre en compte dans toi, ta relation avec le client ? Et Pierre, peut-être que toi, tu pourras aussi là-dessus nous aider ? Bien entendu, aujourd'hui, on estime un appartement à, je ne sais pas, 100 000 euros. On va faire une simulation de plus-value au client et on va lui montrer que si on le vend 110, avec la plus-value qui aura été faite, ce n'est pas forcément judicieux d'augmenter trop le prix. C'est effectivement des questions qui nous reviennent souvent. Est-ce que vous pourriez me calculer la plus-value que j'aurai sur l'appartement ? Et on a effectivement des outils, des simulateurs qui nous permettent de répondre de manière assez fluide aux clients. Là-dessus, Pierre, avant d'écouter ta réponse, je sais qu'on est hyper fiers tous les deux de ça, mais on a créé un simulateur justement chez Maslow pour calculer les plus-values liées à mon investissement. On est les seuls à le faire. Donc, vous retrouvez le petit lien justement dans le podcast parce que les règles viennent de changer. Les règles viennent de changer, liées justement au PFL, etc. Mais toi, justement, sur la plus-value, qu'est-ce que tu peux nous dire, Pierre ? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, j'adore que quand les clients s'inquiètent en se disant combien je vais payer d'impôts sur la plus-value, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'impôt sur la moins-value. Ça, c'est le premier point. Donc, quand on gagne de l'argent, il faut l'accepter. Je pense aussi que l'investisseur, il doit non pas faire un calcul de combien j'ai acheté, combien je revends, et en gros j'ai acheté 100, je revends 120. C'est génial, c'est en fait combien l'argent m'a rapporté. Donc aujourd'hui, si j'achète en investissement 150 000 euros et que je le revends 150 000 euros, ne pas se dire que j'ai perdu de l'argent, parce que finalement, combien ça m'a coûté si tu as mis 10 000 balles de ta poche et 200 euros par mois et que tu as généré 50, 60, 70 000 euros de capital, mon coco, tu es super gagnant. Souvent, on oublie que justement, ces 150 000 euros, ils ont été payés par mon locataire. Ils ont été payés par le fait de lever de la dette à un taux qui a été fixe pendant toutes ces années-là. Exactement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors que je ne peux pas avoir le même raisonnement sur ma résidence principale. J'ai acheté ma résidence principale, j'ai fait des travaux dedans. Je vais être déçu si Basile me dit tu as acheté ton appartement 300 000 euros, Pierre-Emmanuel, ça fait 10 ans que tu l'as. Je sais pas, j'ai mis une super cuisine, j'ai mis la clim, voilà, et 10 ans après, il va me dire, au pinceau, et 10 ans après, il me dit, bon, bah, ton truc, il vaut 310 000 euros, je suis déçu. Je dis, attends, Basile, j'ai mis 30 000 balles de travaux dedans, etc. Donc, en fait, le raisonnement sur la résidence principale, il n'est pas du tout le même par rapport à l'investissement locatif. Donc, il faut vraiment calculer un peu l'enrichissement plutôt qu'autre chose. Donc, comme dit Basile, il y a des échéances qui sont souvent des échéances fiscales. Basile prenait l'exemple de la défiscalisation, mais tous les clients ne sont pas du tout dans la défis, il y a beaucoup de gens qui achètent de l'ancien. Mais par contre, c'est le moment où ta fiscalité peut changer. C'est-à-dire que plus tu vas garder le bien, si tu loues en nu,
quand tu n'as plus d'intérêt d'emprunt ou moins d'intérêt d'emprunt, tu vas payer beaucoup d'impôts. Donc en fait, ta rentabilité, elle va s'effondrer. Là, on a une réforme de la loi de finances sur la location meublée. Donc à un moment donné, tu vas passer du mauvais côté de la force. Donc ça, c'est le bon conseil. Et donc peut-être que les moments, ils vont changer un peu aujourd'hui, quoi. Ça, c'est hyper intéressant, Pierre, ce que tu dis, parce que justement, on parlait de fenêtre de tir, ou de moment pour revendre son investissement immobilier. En effet, que ce soit les changements liés au calcul de la plus-value, mais aussi les changements liés à tout ce qui est rénovation énergétique. On s'aperçoit qu'au final, dans un investissement immobilier, il prend de la valeur. Nous, le gain qu'on va avoir, il augmente. Et après, il diminue aussi. Donc, votre rôle à tous les deux, c'est aussi ce rôle de conseil pour dire c'était un super investissement, l'appartement que vous avez acheté il y a 15 ans. Là, le rendement risque de baisser. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour l'arbitrer ? Je pense qu'il fait ça toute la journée. Parce que, toute la journée. Toute la journée, effectivement, c'est voir avec le client si c'est judicieux, le bon moment ou pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un client qui a un DPE, donc aujourd'hui, il peut le louer tranquillement jusqu'en 2034, il est peinard. 2034, exactement. Donc déjà, moi, je ne vais pas le prendre sur Maslow, je vais aller que sur le D. Mais qu'est-ce que tu dis à un client qui a un DPE aujourd'hui ? C'est le bon moment ou vaut mieux qu'il attende ? Aujourd'hui, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour vendre. On entend toujours c'est pas le bon moment, les taux vont baisser, les prix vont baisser. Aujourd'hui, les DPE, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit que sur le marché, il y a beaucoup de DPEG. Pourquoi DPEG ? Parce qu'ils sont interdits depuis le 1er janvier. DPEF, on va voir que ça va commencer à arriver. Aujourd'hui, on fait réaliser souvent les travaux. En tout cas, on fait faire des devis. Soit les propriétaires vont les faire eux-mêmes, soit on va faire une décote dans le prix et remettre ce devis à l'acquéreur qui pourra en prendre connaissance et choisir lui-même. Ça, c'est hyper intéressant. Pierre-Emmanuel, on était il y a quelques podcasts avec Christian, qui est notre spécialiste du crédit, où justement, lui nous disait que les banques maintenant en tiennent compte et justement acceptaient, oui ou non, de financer en fonction justement de la classe énergétique et de la note de l'appartement. Donc c'est vraiment rentré dans un critère qui est essentiel sur l'arbitrage de mon patrimoine immobilier. Moi, je pense aujourd'hui que quelqu'un qui a un DPE, qui peut se sentir pas concerné, moi, je pense qu'il faudrait qu'il réfléchisse aujourd'hui. Et ouais, parce qu'en fait, là, tu es encore tranquille jusqu'en 2034, mais si tu gardes ton bien, tu vas être obligé d'investir dans ton bien pour continuer à le louer, pas pour louer plus cher, un truc comme ça. Et en fait, les arbitrages que l'on a sur les prix aujourd'hui sur les DPEG, qui sont arbitrés, tu vas te retrouver, toi, peut-être en 2034, on est en 2025, c'est dans 10 ans, c'est dans 8 ans, tu vas peut-être te retrouver dans cette situation-là. Donc, soit tu vas un moment aussi où toutes ces classes d'actifs doivent être vendues, et donc du coup, on parlait d'offres et de demandes, on parlait qu'il y en ait beaucoup plus, et donc du coup, ça va aussi avoir un impact sur toi, ton prix. Et si je cumule avec ce que tu disais avant, à savoir, est-ce que ma fiscalité, elle n'est pas en train de s'inverser ? Fiscalité sur mes revenus locatifs ou fiscalité sur la plus-value, là, en fait, la bonne photographie de ton patrimoine immobilier ou de ce que tu as acheté ou de ce que tu souhaites acheter, c'est un peu comme ça doit vivre un patrimoine immobilier. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment ? C'est de regarder quelle est la fiscalité sur mes revenus locatifs, quand est-ce que je vais passer du mauvais côté de la force, quelle est la fiscalité sur la plus-value parce qu'elle vient de changer, quand est-ce que je passe du mauvais côté de la force, mon DPE, quand est-ce que je passe du mauvais côté de la force. Et là, ça te fait prendre la décision. Ça veut dire que peut-être que si aujourd'hui je suis propriétaire d'un appartement en E, j'ai un changement de locataire en 2025 ou en 2026, je dois me poser la question de la revente. Ok, justement, on en parlait. Alors là, vous parlez de l'appartement lui-même. Ouais. Est-ce que sur la copropriété, sur le syndic, est-ce que les travaux qui sont liés à ça, est-ce que ça a un coût, un impact sur ma vente ? Moi, je trouve que ce n'est pas assez pris en compte par les candidats investisseurs. Sur Maslow, souvent, on a des investisseurs qui comparent l'ancien DPED, le neuf et les passoires énergétiques. Et on leur dit... effectivement, tu as une proposition peut-être avec une rénovation de la partie privative et quelque chose qui peut être très bien et ça correspond à ton budget, à tes souhaits, etc. Donc, c'est une solution. Moi, je vais t'en proposer une autre, mais c'est une solution. Mais on les alerte aussi souvent en disant « et la copropriété, c'est quoi ?» C'est-à-dire que ton DPE dégueulasse, tu l'as remis au goût du jour dans la partie privative, tant mieux, et ça colle. Mais est-ce que tu as une menace ? Moi, j'appelle ça une menace sur la copro. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque que toi ou celui qui va t'acheter ton bien doivent investir, parce que tu n'as pas d'obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, le G, tu n'as pas le droit de le louer, mais ta copro qui est en G, elle n'a pas d'obligation à repasser en B. Par contre, elle a l'obligation de faire un audit énergétique pour te dire, la copro,
pour la passer en B, voilà combien ça va coûter. Et moi, je pense que ça a une incidence sur le prix. Surtout en revente, bien sûr. Soit sur le prix de l'estimation, soit sur l'offre de l'acquéreur. Donc ça aussi, Basile, c'est ce que tu nous disais avant qu'on commence le podcast, c'est qu'on voit souvent son bien à revendre, mais qu'il faut aussi inclure ce bien-là dans la copropriété dans laquelle il fait partie, parce que ça va avoir une incidence sur quoi? Sur le nombre d'appartements similaires qu'il y a à vendre, sur l'état de la copropriété. Donc tout ça, ça fait partie de ton travail. Bien sûr. De prendre en compte le bien, mais l'environnement dans lequel le bien est situé. Se trouve, exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des coûts qui sont liés à la vente? Qu'est-ce que justement le vendeur va avoir comme coût? Tout ce qui est diagnostic, les coûts justement liés à la transaction immobilière? On a effectivement les diagnostics, donc la réalisation de tous les diagnostics, en fonction de l'âge de l'immeuble. Là, pour le coup, on parle de l'appartement, mais si l'immeuble est concerné par un diagnostic amiante, si l'immeuble est concerné par un diagnostic plomb, on a l'électricité, le gaz, les termites pour certaines zones, le DPE. Et les termites, c'est en fonction des zones géographiques? C'est des zones géographiques qui sont, c'est des arrêtés qui sont pris. On peut retrouver tout ça en fonction même de certains côtés de la rue. Il y a des rues qui ne sont pas toutes concernées, juste les numéros impairs. Ok. Ça, c'est parce que les termites préfèrent les pairs? Elles ne traversent pas. D'accord, elles ont peur des voitures? D'accord, j'entends. On a, donc, en termes de frais, donc, on a donc les diagnostics, on a les frais d'agence. On va avoir les frais de mutation du syndic, donc pré-état daté et état daté. Le pré-état daté, c'est un document obligatoire pour la rédaction du compromis. Et l'état daté est un document obligatoire pour l'acte authentique. Il y a quoi dedans? Le pré-état daté, grosso modo, le pré-état daté ou état daté est une photo à l'instant T de la situation du lot dans la copropriété. Est-ce qu'il est en avance de charge ou est-ce qu'il doit des charges? Comment se comporte la copropriété? Est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des mauvais payeurs? Comment les charges sont appelées? On a un récapitulatif sur les 2-3 dernières années. La copropriété a appelé 1000. Est-ce que finalement ça a coûté 1200 ou 800 ou 1000 euros, dans le cas où c'est très très bien géré? Ça, c'est des indicateurs importants pour l'acheteur. Et vous, ce travail d'analyse, il est hyper important en amont, parce qu'il peut faire annuler une vente. Si l'acheteur s'aperçoit d'un coup que il y a un mauvais payeur qui doit 50 000 euros, on est obligé de tous prendre tout le monde est solidaire. Charge. Voilà. Une copropriété, on est tous solidaires les uns des autres. S'il y en a un qui ne paye pas, on paye pour lui. Ok. Tout à l'heure, vous parliez... On le menace d'abord, peut-être avant, non? On le menace. Après, au bout d'un certain temps, l'appartement est mis aux enchères au montant de la dette que le client doit. Bon, c'est dans les situations les plus extrêmes, mais ça arrive. Est-ce que ça veut dire, toi, parce que c'est aussi important, je pense que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ils ont toujours une vision de prix mètre carré par ville. Notion que je déteste. Quelque chose que tu détestes. Celle-là, c'est ma préférée, voilà. Mais finalement, dans la notion de l'estimation du bien, les charges de copro, la copro en elle-même, c'est quoi l'incidence que tu as, toi dans la même rue, j'ai une copro, je sais pas, récente, pas récente, chauffage central, pas chauffage... Enfin, est-ce qu'il y a une incidence sur le prix? Évidemment, une copropriété où les charges... sont chères, ce qu'on appelle charges chères, bon, c'est assez subjectif, mais si dans les charges, il y a potentiellement une gardienne, un entretien des parties communes, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, bon, forcément, les charges sont potentiellement exponentielles. Si en revanche, dans une copropriété, il y a juste l'entretien des parties communes et les charges d'ascenseur, bon, normalement, les charges sont plutôt râlées pâquerettes. C'est effectivement des critères importants, puisque un client qui demain, que ce soit pour de la résidence principale ou de l'investissement locatif, va avoir des grosses charges, forcément va rogner sur sa rentabilité. Ok. Tout à l'heure, vous compariez justement un studio et un T5. Est-ce que actuellement, ou est-ce que historiquement, il y a des biens qui sont plus compliqués à revendre que d'autres, selon toi? Aujourd'hui, très clairement. Une typologie de biens. Très clairement, non. Il y a une cible, entre guillemets, pour chaque appartement. Effectivement, les studios vont peut-être être plus prisés parce qu'on est sur des prix plus bas et on va viser plus de clients, de l'investisseur ou de la résidence principale. Effectivement, on voit bien dans les villes, ce qui est le plus prisé, c'est T2, T3. Après, tout ce qui est au-dessus, T4, T5, il y en a moins. Mais en revanche, quand il y en a à vendre, en général, il y a du monde qui se positionne dessus puisque la rareté du bien fait que... Ok, très bien, c'est clair. Et puis dans un immeuble, déjà T2, T3, c'est ce qui est le plus recherché à la location.
Alors, studio d'abord pour évidemment les étudiants, etc. T2, T3 plus recherché à la location, donc turnover de vente. Quand tu es en couple, tu peux acheter un T2, puis tu vas avoir le turnover sur le T3. Et le T4, T5, c'est plutôt des appartements familiaux. On peut comparer ça aussi à des maisons. Donc par contre, tu as moins d'investisseurs locatifs sur les T4, T5, beaucoup plus de résidences principales. Mais par contre, dans un immeuble des T4, T5, tu en as combien? Sur un immeuble de 20 apparts, tu en as deux. Ouais. Donc tu en as deux, c'est-à-dire que combien dans ton immeuble, imagine sur 20 ans, dans ton immeuble, tu as deux T4, T5, ils vont être vendus combien de fois les T4, T5? Une fois, deux fois maximum. En fait, ça veut dire 4 appartements à vendre sur une période de 20 ans. Donc c'est ridicule. Après, je rebondis sur ce que tu disais pour les investisseurs pour T4, T5. Aujourd'hui, on voit qu'il y en a de plus en plus qui sont destinés pour les investisseurs, puisqu'on peut avoir aujourd'hui des colocs. Les colocs, ouais. Qui aujourd'hui, niveau rentabilité, on se rend compte que c'est quand même plus intéressant. Voilà. Donc ça ne nous enlève pas la cible d'investisseurs sur les grands appartements. Est-ce que là-dessus, on retrouve aussi un critère peut-être qu'on ne regarde pas au début, mais plus à la revente, qui est justement l'exposition ou la situation du bien. Est-ce qu'en fonction de la vue que j'ai, est-ce que de mon exposition géographique, en fonction de savoir si je donne sur un parking ou si j'ai une vue mer, est-ce que ça a un impact? Ça n'a peut-être pas d'impact pendant la durée de vie de l'appartement en tant qu'investisseur, mais je sais que ça a un impact à la revente. Et donc, du coup, ça joue aussi sur la rentabilité de mon... Ouais, moi, je vais prendre deux exemples. Quand tu achètes un appartement en centre-ville, tu es investisseur locatif, que tu achètes au 2e étage ou au 3e étage, il n'y aura aucune incidence, puisque c'est le même niveau de loyer, c'est le même marché, c'est la même copro, etc. D'accord ? Mais tu peux avoir aujourd'hui une différence de prix entre le 1er étage et le 4e étage. Donc, le 4e étage, tu vas le payer plus cher que le 1er étage. Nuisance sonore Oui, ensoleillement, par exemple, etc. D'accord ? Donc, si je suis investisseur, autant que j'achète le 1er étage moins cher puisque je vais le louer le même prix que le 4e étage, et à la revente, ma décote, elle ne sera pas aussi importante. OK ? Par contre, je vais prendre un autre exemple. Je suis dans une copropriété au bord de la mer. Je vais à la Saint-Brieuc, ça va m'aider pour l'exposition, donc plein nord, pour voir la mer. Donc, j'achète mon appartement vue mer pour le louer. J'achète l'appartement le même vue parking pour le louer. Mon niveau de loyer va être le même à l'année. Par contre, à la revente, ma vue parking et ma vue mer, ça sera... Voilà. Donc, en fait, moi, le plus important dans l'exposition, c'est plutôt qu'est-ce que je vois de ma fenêtre. Oui. En ville, c'est évidemment les nuisances, parce que le plein sud, c'est sympa. Je crois que j'ai déjà dit dans un podcast, mais pendant 10 ans, j'ai travaillé dans un bureau avenue Maréchal de Saxe à Lyon, sur lequel les pompiers étaient en face. Et donc, l'exposition plein sud, c'était vu sur les pompiers, qui sortent toutes les 10 minutes. Ça, d'ailleurs, on en parlait, Pierre, avec toi, dans un de nos podcasts, avec Où Vivre. Exactement. Justement, eux, ils sont capables de mesurer et de connaître, justement, dans cette rue, de mesurer les nuisances sonores liées, justement, à la caserne de pompiers, de pouvoir mesurer aussi leur taux de criminalité. C'était un podcast qui était hyper intéressant sur comment est-ce que, justement, je vis mon investissement Donc, l'exposition, c'est quelque chose qui est moins à prendre en compte que la nuisance, la vue, l'étage, que véritablement l'exposition. Ok. Super clair, merci. Si justement, on se concentre justement sur bien vendre son bien, toi, Basile, on peut se dire que tu es entre deux personnes, c'est l'acheteur et le vendeur. Oui. Le vendeur, il veut vendre son bien le plus cher possible, et l'acheteur, il veut l'acheter le moins cher possible. Oui. Justement, dans cette situation, toi, tu es au milieu. Comment est-ce que tu fixes justement le bon prix de vente d'un bien locatif ? Est-ce qu'il y a des critères que vous regardez ? Est-ce qu'il y a des règles que vous suivez pour justement trouver le juste prix ? Bien sûr. Alors, nous notre client, c'est le vendeur. Hein. C'est le vendeur qui nous donne un mandat de vente. Donc nous, aujourd'hui, on est là pour défendre les intérêts du vendeur. Okay. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est important. C'est hyper important. Parce que, bon, souvent, on va rencontrer des acquéreurs avec qui ça va plus ou moins bien se passer. Des acquéreurs qui sont... avec qui on commence à tisser des liens. Bon, ils vont nous dire, allez, Basile, essayez de me faire passer cette offre. Bon, nous, aujourd'hui, on n'est pas ennemis de nos intérêts. Plus on va vendre cher, plus on va prendre d'honoraires. Okay, notre objectif, c'est que le client vendeur vende son bien le plus cher. En tout cas, qu'il estime que son bien n'est pas bradé. C'est une situation aujourd'hui où, effectivement, l'agent immobilier est au milieu d'une discussion entre deux parties. Et en général... Et c'est là où c'est important aussi de pouvoir se baser sur des indicateurs qui sont précis et des choses qui sont non négociables et factuelles. C'est les indicateurs dont tu nous parlais avant. Là, je risque de t'énerver, Basile. Je vais te poser une question. On en a beaucoup
nous qui achètent des biens ou qui conseillent d'acheter des biens en direct sur le Bon Coin, ou à quoi sert un agent immobilier, en quoi il m'aide? Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux passer par une agence que de vendre son bien seul ou entre particuliers? Aujourd'hui, rien que pour l'estimation, aujourd'hui, estimer un appartement, il y a des logiciels. Aujourd'hui, la précision, bon, je vais pas m'étaler dessus, mais ça peut être beaucoup surévalué. Je vais te le dire, moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Instagram, tu n'as plus besoin d'agents immobiliers, tu as meilleurs agents, DVF et le Bon Coin. Exactement. Et donc, tu as ton prix d'appartement. Mais... C'est des indicateurs qui vont nous aider pour faire les estimations. Mais aujourd'hui, pour faire une estimation, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. On a ce qu'on appelle plusieurs méthodes. On fait la méthode par pondération. Donc, on a un appartement type, un T3 au 3e étage, auquel on va ajouter des surcotes et des décotes. Un appartement au 4e étage, il y aura une surcote de plus 2,5-3%. Par rapport à ce que je disais. Exactement. Donc, effectivement, passer par une agence immobilière pour l'estimation, déjà pour avoir le prix le plus juste possible. Ensuite, pour la négociation, aujourd'hui, on a souvent, nous, des vendeurs, souvent, qui nous disent, écoutez, j'habite à côté, je vais essayer de le vendre tout seul. Bon, là-dessus, on leur dit, pas de souci. Et c'est souvent, au bout de 2-3 semaines, ils reviennent vers nous en disant, attendez, en fait, organiser les visites, potentiellement se prendre des lapins, certains acquéreurs ne sont pas forcément très sympas, puis en étant vendeur, que ce soit sa résidence principale ou son investissement locatif, on a un affect quand même avec l'appartement. Donc, c'est pas très agréable d'entendre des remarques négatives sur son appartement quand on est là. C'est aussi pour ça que nous, quand on fait des visites, on demande toujours aux vendeurs de s'extirper pour qu'on puisse être le plus à l'aise possible et que les acquéreurs puissent nous dire vraiment ce qui cloche ou pas. Ouais. Voilà. Et aussi, donc voilà, ces vendeurs, ils reviennent vers nous. On a aussi des vendeurs qui nous disent, écoutez, j'ai un ami qui cherche cet appartement. Voilà, nous aussi, notre rôle, c'est d'aller demander à cet ami ses fiches de paie, ses revenus d'impôt, ses fiches d'impôt. Aujourd'hui, c'est compliqué. Pêche, tu vends un appartement à ton ami, est-ce que tu vas lui dire, est-ce qu'on est sûr que tu puisses emprunter cet appartement? Le rôle de l'agent immobilier, il est là-dessus. Ok. Donc, c'est aussi d'organiser des visites avec des acquéreurs qui peuvent acheter l'appartement. Potentiellement peuvent acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu passes ton annonce toi-même, ton appartement, il est à vendre 200 000 € et que tous les mecs qui visitent ont un budget de 150, ils vont te faire des propositions à 150. Mais tu vas perdre ton temps. D'accord ? Tu vas perdre ton temps et peut-être que toi, c'est pas ce que tu es prêt à accepter. Ouais, l'agent immobilier, il sert à ça. Après, moi, je pense que l'agent immobilier, il est surtout là aussi pour te donner les bons conseils. Parce que souvent, dans l'investissement locatif, on a un petit côté, parfois, low cost de l'investisseur qui se dit « je veux pas investir dans mon bien », etc. Franchement, je pense que remettre un coup de peinture dans un appartement, faire un truc... Par exemple, vendre un appartement vide sans meubles ou avec une ambiance où tu vois la taille du canapé, le lit, machin, de se dire ah bah oui, tiens, parce que tu rentres dans un appartement vide, tu as l'impression qu'il est petit. Quand il est meublé, il est beaucoup... Tu peux te projeter. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et un appartement vide, tu vas voir tous les défauts, les traces sur les murs, etc. Et donc parfois, investir dans son bien à la sortie, c'est très dur à faire entendre un investisseur souvent, mais investir dans son bien pour se dire, je remets tout blanc, tout neutre, tout nickel. J'avais un évier en inox que j'avais posé il y a 10 ans. Bon, ça n'existe plus, ça coûte 200 balles. De changer 2-3 petites choses. C'est même pas investir, c'est la sécurité de vendre ton bien, non pas plus cher. C'est pas parce que tu vas mettre 3-4 000 € dans ton appartement pour refaire les peintures et changer 2 meubles de cuisine que tu vas vendre ton appartement 15 000 € plus cher. Par contre, mon Dieu, que tu vas le vendre plus vite. Oui, bien sûr. Tu vas le vendre plus vite. Il va se démarquer effectivement des potentiels autres appartements. Voilà. Après, là-dessus, il y a effectivement 2 écoles. Est-ce qu'on fait des travaux avant de vendre ? Effectivement, un coup de blanc. Après, des propriétaires qui me disent « moi, j'aimerais bien ouvrir la cuisine ». Aujourd'hui, moi, je leur dis toujours non. Ouvrir la cuisine sur le séjour, il y a 2 catégories. Il y a des acquéreurs qui vont dire « ah non, moi, je préférais fermer ». Donc aujourd'hui, autant laisser le choix à l'éventuel acquéreur. Ok, vous en parlez un petit peu tout à l'heure. Revendre justement son appartement loué, c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Aujourd'hui, un client qui est dans l'obligation de vendre, dans la nécessité de vendre, aujourd'hui, on n'aura pas d'autre solution. Après, on essaye en général d'amortir le plus possible la décote.
Pierre, selon toi, ou Moi, sur la typologie, je pense que un T1, par exemple, loué, aujourd'hui, ça pose pas de problème. La décote, elle est faible. Donc tu parles de 0 à 5% tout à l'heure, c'était un peu voilà. votre. Donc ça, pour moi, vraiment, zéro souci. Après, le raisonnement, il doit se dire que quand moi, je dois vendre mon bien, il faut que j'intéresse le plus de personnes possible. Donc, si mon logement est loué, je ne peux intéresser qu'une seule personne. Et moi, je vais même aller plus loin, parce que nous, on est là pour conseiller les gens sur quoi acheter par rapport à leur budget. Bah, c'est aussi d'avoir peut-être parfois ces notions-là. Si tu achètes un studio à Roubaix pour le louer à un étudiant, tu vas faire un bon investissement locatif, il sera loué, tu as une tension locative qui est monstrueuse sur le bassin lillois, il n'y a pas de problème, mais tu le revendras à un investisseur qui fera comme toi. Si tu achètes un T2 ou un T3 parce que ton budget te le permet, peut-être que je vais te dire que Roubaix, c'est pas forcément le meilleur endroit. Si tu as le budget, tiens, je vais dans le sud ou je sais pas, sur la côte ouest ou dans le Var. Si tu as acheté un T2 dans le Var, que tu vas louer à l'année comme tu veux, tu vas pouvoir le revendre. Résidence principale, résidence secondaire, location saisonnière. J'ai 3 acquéreurs. Donc mon T2 à Roubaix, je vais le revendre à un investisseur ou en résidence principale éventuellement. Mon T2 dans l'ouest de la France ou dans le sud, je vais peut-être avoir plus d'acquéreurs. Ok, c'est clair. Avant de parler justement d'un point qui est hyper important pour le vendeur, c'est-à-dire la fiscalité liée à la revente, Basile, est-ce que tu as une petite anecdote à nous faire partager justement sur le monde de la transaction immobilière ou quelque chose dont tu es fier peut-être ? Non, il y en a beaucoup. On rencontre des vendeurs, parfois un peu farfelus. J'ai effectivement dans le centre de Lyon il y a quelques années une propriétaire. Bon, j'ai son titre de propriété, donc on a un T3. Et elle m'emmène dans le salon, elle m'ouvre une trappe au sol et elle me dit voilà, et là-dessous il y a une pièce annexe. Donc on ouvre la trappe et en fait elle avait fait une cave elle-même qu'elle avait creusée il y a quelques années. Et donc moi je lui ai expliqué que légalement on devait se référer au titre de propriété, donc on ne pouvait pas vendre cet appartement avec cette cave en tout cas ou faire ratifier par la copropriété. Ce que bien entendu elle ne souhaitait pas faire, puisque personne n'était au courant. Bon, finalement, c'est un appartement qui n'a jamais réussi à être vendu. Sûrement, il n'y avait pas de mort ou de corps cachés. Non, elle s'en servait de petit entrepôt, son bureau, voilà, sous la surface de la terre. Parfait, c'est très bien. Parlons de fiscalité, justement, sur la revente, c'est un point qui est hyper important. C'est quoi les implications fiscales d'une revente ? Est-ce qu'il y a des exonérations ? Est-ce qu'il y a des abattements ? Est-ce qu'il y a des durées à respecter de détention là-dessus Ouais, tu as des délais aujourd'hui de détention. Donc, si on parle de fiscalité à la sortie, évidemment, s'il n'y a pas de plus-value, tu as acheté 150, tu revends 150, il peut ne pas y avoir de plus-value. Je vais revenir sur le meublé après, mais en général, quand tu vends, tu n'as pas de plus-value. Et ensuite, tu as des forfaits qui viennent être intégrés à ce que tu as acheté. Donc, on va considérer que tu as eu des frais d'acquisition. Donc, tu as un forfait de 7,5%, y compris si tu as acheté dans le neuf. Okay. Tu as un forfait de travaux, donc soit si tu as fait 50 000 € de travaux dans ton appart qui vaut 150 000, passe tes 50 000 € de travaux. Sinon, tu as le droit à un forfait même si tu n'as pas fait de travaux. Et ensuite, tu as un délai de détention. Donc les 5 premières années, il n'y a pas d'exonération. Et ensuite, petit à petit par an, pour être totalement exonéré de fiscalité au bout de 22 ans, sauf CSG. Ça, c'est la règle. D'accord ? Donc, lorsqu'on sort et qu'on a fait une plus-value, tu as acheté 150, tu revends 200. C'est le notaire qui va te calculer la plus-value, même si Basile a les logiciels, mais c'est comme le notaire qui va te... C'est le logiciel des notaires. Voilà, qui va te dire... d'ailleurs, le site des notaires est très bien fait pour faire les calculs de plus-value. Voilà. Après, ce qui vient de changer, c'est peut-être là-dessus que tu veux envoyer, non ? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Le site des notaires est très bien fait. Je te laisse en parler. Donc ça, c'est la règle de la plus-value en général. C'est valable pour ta résidence secondaire, pour un investissement locatif en nu. Et évidemment, là, depuis 2025, la location meublée non professionnelle et les règles ont changé. Donc, lorsque tu achètes un appartement, si tu le loues meublé, tu encaisses des loyers, tu passes des charges et tu as le droit de passer des amortissements pour ne pas payer d'impôts sur tes loyers. Et depuis le début de l'année, pour certaines résidences, tu dois réintégrer ces amortissements dans la plus-value. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a acheté 150 000 €, qui va revendre 150 000 €, en fonction de la façon dont il l'a financé, il va pouvoir payer des impôts sur la plus-value. Et ça, c'est le changement. Donc ça concerne... Pardon, mais là, en gros, le PFL 2025, il a changé totalement ça. Ça change toutes les règles. Et
on peut être très honnête, personne ne comprend rien là-dessus. Enfin, l'investisseur ne comprend pas, certains professionnels ne comprennent pas. Oui. On est assez fiers de quelque chose qu'on a fait. On a fait un simulateur, on a aussi fait une vidéo sur justement les nouveaux calculs de plus-value liés à cette location meublée non professionnelle depuis le PFL 2025. Donc ça, vous pouvez la retrouver en lien juste là en dessous. Parce que ça a modifié un petit peu cet environnement de... Ouais, là, on va quand même catégoriser, grosso modo, les perdants, les gagnants et les opportunistes. Les perdants, ce sont les gens qui ont acheté en cash il y a quelques années. Ok. Ça ne change pas grand-chose, c'est les gens qui achètent à crédit ou qui ont acheté à crédit. Mais là, tu disais tout à l'heure, il y a un moment donné, la courbe, elle va s'inverser. Donc, j'ai fait un crédit sur 15 ans, j'ai acheté mon appart il y a 10 ans. Là, il va falloir faire l'audit pour se dire est-ce que je vais passer du mauvais côté de la force. Et puis, il y a les gagnants, les opportunistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des investissements en location meublée non professionnelle qui te permettent de ne pas payer l'impôt sur tes loyers et de ne pas être imposé sur le plus-value. Ce sont les résidences-services étudiantes et seniors. Okay, donc là, tu exclus, parce que dans la résidence de service, pour moi, il y a 3 types. Oui. Tourisme, senior, étudiant. Oui. Le tourisme, là, il est exclu. Exactement. Okay. Ton appartement à la montagne, il est concerné. Voilà. Et les résidences, le dernier paradis fiscal en France, c'est... où tu as les deux, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre. Ouais. C'est résidence de services étudiantes et seniors. Ok, voilà. Très clair. Très clair. Justement, sur cette fiscalité, est-ce qu'on peut l'optimiser en choisissant justement le moment de la revente, ou est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on peut utiliser pour adoucir cette fiscalité, ou justement choisir le bon moment ? Il y avait quand même souvent les gens qui louaient en nu et qui se posaient la question de la revente et qui repartaient parfois sur du meublé, parce que en fait, tu augmentais ton loyer et ta rentabilité. Donc je pense que quand Basile il dit aux clients peut-être que vous pouvez continuer la location parce que c'est pas le bon moment de revendre, etc., et qui louaient en nu, c'était souvent un scénario qui était étudié. Donc là, ce qui est intéressant, là, toi Pierre, tu parles, et justement Basile, là-dessus je veux t'entendre, c'est par exemple fin d'un dispositif fiscal, tu parlais des 9 ans, des 12 ans, où justement j'avais eu ce gain fiscal. Toi, parfois, ton conseil, ça peut être de leur dire attention, là, c'est pas forcément le moment. Attention, il nous reste 1 an de location ou 1 an de bail. Ça peut être intéressant de le meubler, de le louer meublé et de le revendre par la suite au moment où il y aura moins d'appartements, peut-être dans la copropriété à revendre. Aujourd'hui, alors attention, dans le cadre d'un dispositif fiscal, on ne peut pas louer l'appartement meublé. Hein. Bien sûr, faut que tu fini ton engagement. Aujourd'hui, dans le cadre d'un changement de locataire, on va pouvoir effectivement passer de l'appartement de nu à meublé. C'est interdit, c'est proscrit d'avoir un locataire en nu et de lui dire attention, je mets des meubles et un lit et maintenant ça passe en meublé. Ça, c'est interdit. Non, on peut pas. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de passer en meublé ? C'est effectivement ce que Pêche disait. Aujourd'hui, ton appartement, il a été loué pendant 500 € pendant 9 ans. Il a un peu augmenté, hein, mais on finit à 500 €. En zone tendue, aujourd'hui, ton appartement, tu ne vas pas pouvoir le passer à 600 €, même si le prix de marché est de 600 €. Donc effectivement, le passer en meublé va permettre de fixer toi-même ton loyer, là où il n'y a pas d'encadrement des loyers. Hein, donc de procéder à cette augmentation en une fois. Procéder à cette augmentation directement. On n'est plus concerné par critères zone tendue, on doit laisser le loyer que X avait avant. Ok. Est-ce qu'il est, grande question, alors je pense connaître la réponse, mais est-ce qu'il est possible de garder son prêt immobilier après la revente ? J'ai emprunté au bon taux, j'ai un super taux. Tu as encore regardé Instagram, toi ? Moi, j'ai encore regardé Instagram, Pierre. Et apparemment, je peux revendre et puis conserver ce bien immobilier. C'est possible, ça, ou pas ? Ils sont prêts ? Ils sont prêts. Tu as le droit de rouler à 150 sur l'autoroute. Et donc, si tu n'es pas pris, effectivement, ça fonctionne. Donc, la réalité, la règle, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, quand tu as... Je suppose que tu me dis ça, parce que je le vois aussi sur Instagram, j'ai mon crédit à 1%, je revends mon bien immobilier, je garde mon crédit à 1%, etc. Ça, donc, je te parle. Voilà, je vois bien ce que tu as vu passer. Donc, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, lorsque tu vends ton bien, le notaire interroge la banque pour savoir s'il y a une dette parce qu'il doit la rembourser. Voilà. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le registre des hypothèques. Donc, en fait, le notaire interroge le registre des hypothèques pour savoir s'il y a une hypothèque sur le bien. En gros, est-ce que tu as des dettes ? Est-ce que tu dois de l'argent ? Comme on l'a dit, on a déjà fait des podcasts avec Christian, notamment sur le crédit. Aujourd'hui, tu as 90% des crédits, c'est des sociétés de caution. Donc, comme c'est une société de caution, au registre des hypothèques, il n'y a pas d'hypothèque sur le bien. Donc, puisque c'est une société de caution, on dit, comme il n'y a pas d'hypothèque, on va pas être obligé de rembourser la banque parce qu'ils vont pas le voir. Ils vont pas le voir, ils vont pas le savoir. Et en fait, le notaire, il est là pour
vendre, rembourser la dette et te donner le résiduel. Donc effectivement, si le notaire n'interroge pas la banque parce que tu lui as donné ton offre de prêt sur lequel c'est marqué que c'est un crédit logement et que le notaire accepte de pas... Ok, mais c'est tricher. En fait, c'est comme j'ai gagné 60 000 euros, je déclare que 50. Bon, bah, pourvu, pas pris. Croise les doigts. Donc, alors par contre, ce qu'on peut dire quand même, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux demander à ta banque de transférer ton prêt ? Évidemment que tu peux lui demander. C'est même marqué dans l'offre de prêt de se dire que cette dette peut être transférable. Le truc aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt de la banque qui t'a prêté de l'argent à 1% de te le transférer sur une nouvelle acquisition. Donc, est-ce que ça existe ? Je pense que oui, ça existe. Et ça existe pour 1% des clients. D'accord ? Mon radiologue de 35 ans qui gagne 250 000 euros par an et qui va avoir plein de projets sur lesquels la banque va vouloir le conserver. Mais pour tous les Instagrammeurs, je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui arrivent à transférer une dette à 1% quand la banque se refinance aujourd'hui à 3%. Donc dans la réalité, c'est 99% de refus et de la triche pour pouvoir le garder. Ok, très bien. Donc on a vu, là, pour récapituler un petit peu, on a vu qu'il y avait des bons moments pour vendre un appartement. Oui. Que justement, toi, Basile, vous aviez un vrai rôle de conseil, d'expertise, d'accompagnement justement du vendeur, mais aussi de l'acheteur, et qu'il y avait cette relation tripartite. Vous avez expliqué aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il y avait aussi une fiscalité après la revente, que cette fiscalité, elle était à prendre en compte, qu'elle pouvait changer. Je trouvais que c'était hyper intéressant aussi de se dire, il y a un momentum où là, j'atteins justement le plus haut et où je vais aller chercher le plus de rentabilité sur mon bien immobilier. Mais attention, au bout d'un moment, ça va descendre. Oui. Et donc là, il y a un vrai rôle aussi de conseil, que ce soit chez Maslow ou toi, par tes équipes, Basile, de conseil auprès de son client. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après la revente ? J'ai vendu mon bien, j'ai récupéré du capital, j'ai payé la fiscalité ou pas qui était liée justement à cet investissement. Comment j'investis après la revente ? Pierre, Basile, où je mets cet argent ? Est-ce que je suis obligé de réinvestir à ça, hein. Est-ce que je suis obligé de réinvestir après immédiatement ? Est-ce qu'il y a des règles ? Non, je pense que c'est toujours une histoire de projet et de projet de vie. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi souvent, notamment pour les propriétaires qui sont propriétaires depuis longtemps de biens immobiliers, souvent les gens sont assez fiers de ce qu'ils ont fait. Ils disent, vous vous rendez compte, j'ai acheté cet appartement 100 000 euros, aujourd'hui ça vaut 200 000, j'ai 8% de rendement, etc. Donc déjà, moi j'écoute, je me taperai. Donc ils ont 8%, ils font toujours le calcul de rendement sur le prix qu'ils ont acheté et pas sur la valeur. Donc si j'ai 8% de rendement aujourd'hui sur un appartement que j'ai acheté 100 000 euros, et qu'il vaut 200 000, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 4% de rendement. Et ce que je dis aux clients, si tu as 4% de rendement aujourd'hui, prends tes 200 000, génère ton cash, parce que si tu récupères 200 000 euros et que tu les réinjectes à 4%, tu auras le même montant de loyer, tu n'auras peut-être pas les problématiques de travaux et de choses comme ça demain. Après, quand tu récupères du cash dans un investissement locatif, tu vas faire des choix. C'est qu'est-ce que je vais récupérer 50 000 euros, parce que j'ai capitalisé 50 000 euros. Eh bien, les 50 000 euros vont me permettre de faire une nouvelle opération. Donc, voilà, pouvoir relever de la dette en amenant de l'apport. En gros, la banque, elle te dit, donne-moi 10% d'apport, je te prête 90%. Tu me donnes 10 000, je te prête 100 000. Hein, c'est à peu près le ratio. Donc, si tu as généré 50 000 euros, c'est génial parce que tu vas pouvoir prendre 10 000 euros, relever de la dette à 100 000 et il te reste 40 000 euros de cash. Et donc ça peut te permettre de mener d'autres projets. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, je pense qu'il y a l'âge aussi des gens, puisque effectivement, si tu revends ton bien à 50 ans, peut-être que tu ne vas pas te réengager sur une durée de prêt à 20 ou 25 ans. Et donc, le fait d'avoir généré du cash te permet de refaire une opération, peut-être avec un crédit qui va être plus court, et de quand même d'aller chercher des étapes T1, T2, T3, et d'avancer comme ça. Parce que on sait tous les trois que c'est impossible, en tout cas là sur ce podcast, de dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, de leur dire voilà, après un investissement immobilier, il faut investir dans les cryptos, il faut investir en assurance vie, parce que ça, c'est propre à chacun. Par contre, ce que je trouvais extrêmement intéressant, Pierre, c'est ce que tu disais, c'est j'ai réalisé un investissement immobilier il y a 15 ans. Cet investissement immobilier, il a pour but de me créer un capital ou des revenus à ma retraite. Ma retraite, elle est dans 10 ans. Sauf que grâce à l'aide de Basile, c'était le bon moment pour vendre cet investissement immobilier. Donc, je me retrouve à 10 ans de la retraite avec ce bien vendu, justement, un gain réalisé. Et là où c'est intéressant, Pierre, ce que tu dis, c'est que est-ce qu'à 10 ans de la retraite, j'ai envie de me réendetter sur 20 ans ? Oui ou non ? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire ? Est-ce que la période est intéressante ? Et c'est là où ce rôle de conseil
et d'accompagnement, il est hyper important. Parce que j'ai réalisé un investissement pour financer un objectif, une motivation que j'avais. Pour l'instant, je suis en train d'y arriver. Et il faut savoir justement où remettre cet argent. Est-ce que c'est le bon moment? Donc il y a tout ce rôle de conseil qui est important. En fait, il y a qu'est-ce que j'achète et le comment j'achète. Et ce qu'on essaye de faire chez Maslow, de dire aujourd'hui quels sont les bons critères d'un investissement locatif, je pense qu'on va tous être d'accord. Et après, le comment je l'achète. Et en fait, le comment je l'achète, c'est comment je le vends aussi. Sûr. Moi, ce qui est important, par exemple, sur le rôle de l'agent immobilier ou le rôle aujourd'hui de celui qui gère ton bien immobilier, aujourd'hui, quand moi, je vais chercher du stock dans les reventes de Basile, il faut bien se rendre compte que Basile, aujourd'hui, travaille sur un bien immobilier qu'on a en portefeuille peut-être depuis 10 ou 12 ans. Donc, je ne dis pas au client, monsieur client, cet appartement-là, il est sur un secteur sur lequel il y a une tension locative, sur lequel les loyers ont progressé, etc. Non, je lui dis, monsieur client, ça fait 12 ans qu'on le gère. Sur ces 12 ans, il y a eu 3 changements de locataire. Le loyer de départ, c'était 95 €. Aujourd'hui, c'est 635. Voilà l'état de l'appartement à la dernière fois qu'on a changé le locataire. Là, on a une vraie vision sur la vie de l'appartement précédent. On a la vie de la création, de la sortie de terre à la revente. Okay. Et donc, c'est vrai pour toi, mais comme c'est vrai sur parce que tout le monde ne va pas acheter chez Maslow, hein, donc ça veut dire que quand toi, tu es candidat et de dire, tiens, je vais repérer un appartement qui m'intéresse pour investir dans le locatif, d'interroger l'agent immobilier. OK, donc ça, c'est un appartement qui est loué, mais il est loué depuis combien de temps? Il y a eu combien de changements de locataires? Parce que si le mec, il dit il a été loué 6 ans, il y a eu 6 changements de locataires, c'est peut-être qu'il y a un souci dans la copro, un souci de voisinage, un souci de nuisance, un souci de confort, un souci de ce que tu veux. Et donc, le fait d'avoir la durée de vie de l'appartement que tu achètes, ou même de celui que tu vends, de pouvoir dire à un candidat, à un investisseur, bah, écoutez, moi, je suis propriétaire de cet appartement depuis 10 ans, j'ai eu 2 locataires et j'ai mis 3 jours à le relouer, c'est sécurisant. En tout cas, nous, chez Maslow, on travaille justement avec les équipes de Basile au quotidien. Et donc, on est capable justement d'accompagner et de vous accompagner sur cette période de revente, ce rôle de conseil. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, là, sur le lien qui est dispo en description. Merci Pierre-Emmanuel. Merci Basile pour votre éclairage. Merci de m'avoir fait venir. C'était très clair. Merci à vous et à bientôt dans nos 41 mètres carrés.